Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 1er avril. Voici les titres. Le vaccin contre le DT polio est en rupture de stock. Il est pourtant obligatoire chez le nourrisson. Mais cette pénurie est-elle inquiétante? Le point dans ce journal. C'est la fin des quotas laitiers pour les producteurs européens. Face à ce tournant historique, les professionnels et les industriels veulent donc des certitudes quant à leur avenir. Qui aura eu son poisson dans le dos aujourd'hui? Nous sommes le 1er avril, date de toutes les blagues. L'occasion pour les petits de s'en donner à cœur joie, vous le verrez. Le vaccin chez le nourrisson reste au cœur de l'actualité. Ce mercredi, la ministre de la Santé a d'ailleurs appelé à la plus grande vigilance concernant le vaccin contre la gastro-entérite. Cet appel fait suite à l'annonce de l'Agence de médicaments qui vient de confirmer le décès de 2 nourrissons en 2012 et 2014 suite à ce vaccin. Et dans le même temps, vous avez peut-être également entendu parler d'une rupture de stock. C'est effectivement le cas, mais cette fois, il s'agit du vaccin contre le DT polio, avec les 3 souches contre la diphtérie, le tétanos et la polio donc. L'administration de ces 3 souches est obligatoire chez le nourrisson. Mais malgré la pénurie de ce vaccin, des solutions existent. Le point avec Alix Lanos. Depuis quelques jours, ce pharmacien doit rassurer certains parents. Oui, leur enfant pourra bien être vacciné. Il y a bien une rupture de stock sur l'un des DT polio, vaccin obligatoire chez les nourrissons, mais il existe des solutions. On ne peut pas faire diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Celui-ci, à forte concentration, il est en rupture, donc on ne peut pas le faire à 2 mois et 4 mois. Il faut faire un vaccin qui contient en plus l'hémophilus et l'hépatite B. Et c'est là que ça coince pour certains parents, environ 10%, qui refusent de vacciner leur enfant contre l'hépatite B. Le vaccin étant soupçonné sans preuve de provoquer des scléroses en plaques. Dans les faits, c'est pourtant le vaccin le plus largement prescrit. Près de 90% des nourrissons le reçoivent et pour lui, pas de pénurie. Il reste néanmoins des doses de vaccins sans la valence hépatite B. Elles sont disponibles dans les pharmacies hospitalières et les centres de protection maternelle et infantile, au cas par cas. Et là, nous, on peut décider si on peut leur faire leur vaccination avec ce vaccin, justement, qui est encore disponible chez nous. L'essentiel, c'est qu'il y ait des solutions et qu'on ait des circuits prioritaires pour certaines personnes. Deuxième vaccin concerné par la rupture de stock, le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche dès 6 ans. Mais là encore, pas de panique. Le Haut Conseil de santé publique a envoyé ses recommandations à tous les professionnels de santé. Le vaccin qu'on fait normalement à 6 ans, on le fera entre 11 et 13 ans. Et du coup, à 6 ans, on fait celui qu'on aurait dû faire entre 11 et 13 ans. On inverse les deux. Si vous devez faire vacciner votre enfant et que vous n'êtes pas opposé au vaccin contre l'hépatite B, aucun problème donc. Votre pédiatre ou médecin généraliste vous prescrira le vaccin recommandé habituellement par les autorités de santé. Dans le cas contraire, renseignez-vous auprès du centre de protection maternelle et infantile ou l'hôpital le plus proche de chez vous. Et précisons que la rupture de stock devrait se poursuivre encore au moins 18 mois, le temps pour les laboratoires de fabriquer un nombre suffisant de vaccins pour pouvoir répondre donc à la demande française, mais également à une demande mondiale contre la coqueluche. C'est une petite révolution dans le monde agricole. Depuis hier, c'est la fin des quotas laitiers. Alors pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut revenir sur la situation. Les quotas laitiers ont été mis en place en 1984. La décision avait été prise par l'Europe pour faire face à la surproduction de lait. Depuis 31 ans, chaque exploitation avait donc une limite de production à ne pas dépasser sous peine d'amende. Jusque-là, les Pays de la Loire étaient la 2e région de France avec une production de plus de 3 milliards de litres par an. Et précisons que la Vendée en produit 600 millions. Mais avec la fin des quotas, quelles sont les conséquences pour les éleveurs et les industriels vendéens? Le point avec Samuel Grasset. Dans cette exploitation de 4 associés, 240 vaches laitières. Jusqu'à présent, le principe des quotas fixait une limite à la production de lait. Une limite passée en quelques années de 540 000 à 1,4 million de litres de lait par an. Depuis 2008, j'ai envie de dire qu'on n'a plus de frein. Parce que tant de gens ont cessé leur activité que ça a vraiment repermis de distribuer des volumes dans notre région, ce qui n'est pas le cas dans d'autres.
Avec la fin des quotas, la production laitière va pouvoir augmenter, pas de manière spectaculaire. En cause, la taille moyenne des exploitations et le nombre d'agriculteurs qui a été divisé par 6 en 30 ans. Les éleveurs craignent surtout une variation importante du prix du lait liée à la concurrence internationale. Nous allons assister forcément à plus de volatilité parce que nos entreprises vont se positionner sur des marchés mondiaux. Donc là, effectivement, les marchés mondiaux, nous sommes en concurrence avec d'autres pays que l'on connaît, style Nouvelle-Zélande, Australie, USA, et qui, eux, effectivement, vont apporter du lait qui va être en concurrence avec nous forcément à moins cher, parce qu'ils n'ont pas les mêmes astreintes. Car l'industrie laitière française est intéressée par la fin des quotas. La France exporte son lait en Europe majoritairement, mais aussi au-delà. L'Afrique et surtout la Chine font partie des nouveaux marchés. La fin des quotas doit permettre de répondre à cette demande. Le volume qui va venir en plus, c'est surtout d'une part, on va sur un marché qui est en croissance. C'est plutôt aujourd'hui sur les pays émergents en particulier. Nous, en ce qui nous concerne, c'est plutôt sur de la mozzarella. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on cherche à valoriser le mieux possible cette mozzarella pour qu'elle puisse rémunérer correctement nos producteurs, pour qu'ils puissent se pérenniser et vivre correctement de leur métier. Des opportunités donc, mais les producteurs de lait demandent des garanties à l'Europe en cas de chute des prix ou d'aléas politiques, comme récemment avec l'embargo russe. On n'a pas la capacité de stocker à la ferme, en tout cas des produits laitiers, donc il faut pouvoir les stocker dans une version, on va dire, stockable, en beurre ou en poudre, en produits déjà formalisés. Et ça doit pouvoir s'organiser au niveau européen. Ce qu'on demande, c'est ni plus ni moins que ce qui se fait dans les autres zones mondiales de production, telles que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, enfin tous les grands acteurs sur le marché international ont des règles de gestion en cas de crise et il est indispensable que l'Europe s'en dote de la même manière. Bruxelles a promis de renforcer son observatoire européen du lait, lancé l'an dernier pour suivre l'évolution des marchés. Et face à la fin des quotas laitiers, certains syndicats réagissent. Hier, la coordination rurale a en effet dénoncé cette décision. Un peu partout en France, les représentants du syndicat ont donc allumé un feu, comme un feu de détresse. Exemple sur ces images à La Roche-sur-Yon, devant les locaux de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Pour la coordination rurale, la fin des quotas représente un danger pour la filière laitière. On écoute l'un de ses porte-paroles. Avec la fin des quotas, il y a beaucoup d'inconnus qui arrivent puisque c'est produire du lait à outrance, suivant les besoins de l'industrie agroalimentaire, avec des regroupements d'exploitation très très importants. Et le problème, c'est que dans 1 an, 2 ans, quel sera le prix du lait? Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Au chapitre éducation à présent, quels sont les résultats des lycées de notre département? Les chiffres 2014 ont été publiés par le ministère de l'Éducation. Alors il ne s'agit pas de classement, mais plutôt de comparaison. Plusieurs critères ont été observés concernant le taux de réussite au bac, par exemple. Seuls 2 établissements sur les 22 du département affichent 100% de réussite. Il s'agit de Notre-Dame à Fontenay-le-Comte et d'Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. Mais les lycées ont également été jugés sur l'évolution de leurs élèves de la seconde à la terminale. Alors ici, il n'y a pas de bon ou mauvais lycée. Il y a ceux qui proposent une réorientation pour les élèves en difficulté. C'est le cas par exemple de Saint-Gabriel, Saint-Michel à Saint-Laurent-sur-Sèvre et d'Édouard Branly à La Roche-sur-Yon. Et puis dans cette même catégorie, il y a les établissements qui invitent au redoublement pour permettre ensuite d'accéder à la terminale. Exemple avec le lycée Notre-Dame de la Tourtelière à Pouzauges et ou encore Notre-Dame à Challans. Et puis on va rester dans le domaine de la jeunesse et revenir sur le service civique. Il a été lancé il y a 5 ans par le gouvernement, en mars 2010. Le service civique permet aux jeunes de s'engager dans le monde associatif ou dans les collectivités. Il lutte également contre le décrochage scolaire puisqu'il invite les jeunes à se lancer dans une mission d'intérêt général. Alors précisons que le service civique est réservé aux 15-26 ans. Les diplômes ne sont évidemment pas obligatoires. Le service peut être effectué sur une période de 6 à 12 mois et il est indemnisé 573 € net par mois. Le démarrage du service civique s'est fait en douceur puisqu'en 5 ans, 85 000 jeunes volontaires ont effectué une mission. Mais dès le 1er juin prochain, François Hollande en espère 100 000 par an cette fois. Mais quels que soient les chiffres, le club de foot des Essarts accueille en ce moment de jeunes volontaires. Reportage d'Anne-Lise Vinet. 11 h. Première réunion au club essartais pour Antoine et Idriss.
Employés depuis début mars, les 2 jeunes commencent tout juste leur service civique. C'est tout nouveau pour eux, même si ils sont déjà insérés au club. De passer de l'autre côté, de joueur à éducateur, entre guillemets, en service civique, ils passent vraiment de l'autre côté de la barrière. Donc là, on est vraiment dans une période d'observation. Un passage décisif pour Antoine et Idriss qui leur sert à préparer leur projet professionnel. C'est un domaine qui se rapproche de l'éducateur sportif, donc oui, ça me servira d'expérience et donc ça me servira pour mes études prochaines. Il faut se débrouiller en plus un peu tout seul, il faut être autonome, donc non, je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais c'est bien, enfin, ça ne me dérange pas. Crash test professionnel, le service civique est aussi bénéfique pour s'enrichir personnellement. Ça permet surtout à des jeunes de pouvoir s'épanouir dans des choses qu'ils ne connaissent pas forcément à l'origine. Pendant 6 mois, Antoine et Idriss vont mettre en place des actions dans le but de développer l'école de football féminin et promouvoir un programme éducatif sur le football. Avec l'arrivée du printemps, c'est le retour du frelon asiatique et cette espèce reste aujourd'hui dangereuse pour l'homme, mais également pour la nature. En effet, la présence du frelon stresse les abeilles. Conséquence, le fonctionnement de la ruche et pire, la reproduction en sont directement impactés. Les apiculteurs redoutent donc ce prédateur. À Fontenay-le-Comte, les professionnels ont donc pu suivre une formation sur les pièges à fabriquer. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Dans le cadre d'une formation en apiculture, il est aujourd'hui indispensable de savoir comment piéger le frelon asiatique. En effet, les abeilles sont leur proie favorite, alors pour l'éradiquer, différents pièges et aussi différentes substances sont possibles, comme les sirops, la bière brune et autres breuvages. Vous venez. C'est le même principe au niveau de tous les pièges. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez un attractif, c'est le sucre. Et, substance sucrée, qui est soit des sirops, soit etc. Et un répulsif pour les abeilles, qui est l'alcool. Donc vous avez bien les deux mélanges, parce que la substance sucrée toute seule, on ne peut pas se permettre de mettre ça, parce que ça attire tout un tas d'insectes. Tandis qu'avec de l'alcool, les frelons sont sélectionnés, disons, et vont rentrer dans le piège. Donc, le sucre attire tout le monde, mais l'alcool repousse les abeilles et d'autres insectes. Depuis son apparition en 2004, le frelon asiatique ne fait que progresser sur le territoire national. L'espèce, arrivée en Vendée dans les années 2008-2009, est plus petite que son cousin européen. Pour ces apiculteurs amateurs, il est obligatoire d'éliminer ce frelon. Quels que soient les lieux où ils sont amenés à avoir des ruches, malheureusement, ils seront confrontés au problème du frelon asiatique. Donc autant qu'ils soient sensibilisés par rapport à ça, donc, pour pouvoir mieux agir. Oui, parce que ça fait beaucoup de dégâts au niveau par rapport aux abeilles. Et comme on dit que les abeilles ils sont beaucoup en voie de disparition en ce moment. Et s'il n'y a plus beaucoup d'abeilles sur le monde, l'être humain pourrait disparaître à cette guerre-là, quoi. Il faut tester un peu les différents produits puisqu'il existe différentes possibilités de mélange et moi je ne sais pas exactement lequel utiliser aujourd'hui. Donc ce qui me plaît bien, moi c'est le picon bière ou panache. Voilà, je pense que je vais essayer ça cette année. Le frelon asiatique est une vraie menace pour l'apiculture. Il suffit d'une dizaine d'individus pour détruire une ruche d'abeilles entière. Et puis, notez que si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n'essayez pas de le détruire. Contactez directement la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Vous découvrez d'ailleurs le numéro du FD Gédon. On va se rendre à présent sur la pelouse du Mondial Football Montaigu. Le coup d'envoi de la 43e édition a été donné hier avec les 4 premières rencontres du Challenge des Nations. Je vous rappelle que 8 équipes internationales participent, dont la France bien sûr, mais également le Brésil et la Belgique. Ces 2 équipes des moins de 16 ans se sont d'ailleurs retrouvées hier soir sur le terrain de La Roche-sur-Yon. Vous le voyez sur ces images, au terme des 60 minutes, un but a été marqué dans chaque camp. Et puis demain, jeudi, la compétition internationale se poursuit avec cette fois le Brésil qui rencontrera le Maroc et la France qui jouera face à la Belgique. Précisons que l'Angleterre, la Turquie, le Mexique et la Côte d'Ivoire font également partie du tournoi.
Enfin, le challenge des clubs qui réunit 8 clubs français cette fois débutera vendredi. C'est aujourd'hui le 1er avril. La date est toujours symbole de blagues, notamment chez les plus jeunes. Exemple à la Maison de l'Enfance à Saint-Hilaire-le-Loulet, où même notre journaliste est revenu avec un poisson dans le dos, évidemment. Julien, t'as un poisson derrière ton dos. Poisson d'avril! C'est dans cette ambiance de blague, typique d'un 1er avril, qu'on essaye ici de dessiner le plus beau des poissons. J'ai fait 4 poissons d'avril et c'est toute une famille où il y a 2 bébés et 2 parents et ils sont à nager dans l'eau. Il a des dessins dedans, c'est un bébé et puis c'est le super poisson d'avril et voilà. Des poissons qui viendront ensuite décorer les murs de la Maison de l'Enfance. Ici, c'est la préparation d'un gâteau en forme de poisson d'avril. Vous trouvez qu'il ressemble à un poisson? Oh bah non, pas vraiment. Regardez, on lui fait la queue. On fait un peu gâteau poisson de chocolat. Pendant ce temps-là, à côté, les plus grands préparent les petits poissons d'avril. On peut imaginer leur destination. La dernière fois qu'on a fait des forces à nos profs, c'était un 1er avril. À tous nos profs, on les avait canardés de poissons. Il faut dire qu'à cet âge-là, les blagues, ils connaissent, alors aujourd'hui, ils en profitent. Ils en font plus et je pense qu'ils en profitent pour pouvoir dire que c'est poisson d'avril et faire plus de bêtises qu'ils n'en font d'habitude. Enfin, dans l'autre pièce, ce fameux gâteau au chocolat ressemble maintenant à un gros poisson d'avril. On peut goûter le chocolat? De quoi se lécher les babines. Non plus, je suis désolée, ce sera pour le goûter. Et espérons que ce 1er avril vous a fait rire, puisque ce n'est pas le temps qui vous donnera le sourire. Nuages, vent et parfois même averses sont en effet au programme de ce 13e jour du printemps, on n'y croit pas. Et côté température, on restera autour des 14 degrés. Dans un instant, Armelle Pavageau vous en dit plus sur cette journée de gris. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, évidemment.